Rokhaya. Bonjour Grace. Bonjour à le tous public. Et à toutes. Bonjour. Alors bienvenue dans cet épisode de Kiffe ta race enregistré en direct, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Comme vous le savez, dans Kiffe ta race, on parle sans complexe de questions raciales, donc d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs, de blancs, de musulmans, de juifs. Et ce soir, nous le ferons donc avec vous et avec les artistes qui nous ont fait le plaisir et l'honneur d'accepter notre invitation. Alors aujourd'hui, nous nous trouvons au magasin Généraux à Pantin pour la Nuit des Regards, un événement qui rassemble plusieurs collectifs de la création et des médias autour de l'exposition photographique Regard du Grand Paris, couronnant 5 années de commandes photographiques auprès d'artistes. Quelques-uns d'entre elles et eux sont avec nous ce soir. Ces artistes ont planché sur des thématiques en lien avec le Grand Paris. Ce territoire encore parfois abstrait, mais dont les riverains ont beaucoup entendu parler. Il y en a qui ont beaucoup entendu le bruit des travaux dans les chantiers. Il y en a qui ont vu des quartiers se métamorphoser. D'autres sortir de terre, un bouillonnement qui tend vers l'idée d'un espace public de vie commune qui englobe Paris, ses alentours, ses banlieues, bien au-delà du périphérique. Alors, pour nous parler de leur travail et de leur vision du Grand Paris, de ce fameux Grand Paris, nous avons le plaisir de recevoir 3 artistes, Rebecca Topakian, Khalil Nemaoui et Alassane Diawara. Alors, rapidement, avant de vous permettre de développer votre parole et votre point de vue sur les thématiques qui nous intéressent, vous allez vous présenter. Donc, Rebecca Topakian, tu es artiste photographe basée entre Paris et Yerevan, en Arménie. Les œuvres exposées sont nommées N, numéro 6, 9, où tu t'intéresses au comportement des perruches à collier. Donc on en parlera davantage de ces fameuses perruches à collier. Ce sont des oiseaux qui sont considérés comme exotiques et qui seraient échappés d'une cargaison de l'aéroport d'Orly en 1974 et ont depuis élu domicile en région parisienne. Khalil Nemaoui, tu es photographe, parce que j'ai lu que tu avais précisé que tu n'étais pas artiste photographe, mais que photographe. Ça me suffit largement. Ok. Tu es originaire du Moyen Atlas, au Maroc. Tu vis entre Casablanca et Paris. Tes œuvres exposées ici sont nommées Visibles, Invisibles, et tu documentes la vie de Chibani de retour dans leur pays natal. Absolument. Enfin, Alassane, tu es photographe, tu es natif d'Anvers en Belgique. Tu es basé à Paris, tes œuvres exposées sont nommées Navigo, et je pense que c'est un terme, un nom qui évoque beaucoup de choses à beaucoup de personnes ici. C'est effectivement nommé en référence à cette fameuse carte de transport qui nous permet de nous déplacer dans l'espace francilien. Donc bienvenue à vous ce soir. Et merci beaucoup. Dans Kiffe ta race, on a un petit rituel avant de commencer, comme on s'apprête à évoquer des sujets qui sont liés à la race, aux problèmes de racisme, aux perceptions qui sont influencées par cette construction sociale. Nous demandons à nos invités si il ou elle se situe sur ce plan et si oui, comment. Par exemple, Rokhaya est perçue comme une femme noire dans l'espace public. Moi, je suis perçue comme une femme asiatique. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous a traversé et si oui, de quelle manière ? Khalil. Moi, j'ai un nom arabe, donc je pourrais dire que je suis arabe, mais en fait, moi je aussi, ne suis pas arabe. Je suis blanc, un peu. Je suis berbère, je suis méditerranéen, je suis plein de choses. Alors la question ne s'est jamais posée. Moi, je ne me suis jamais posé cette question. Je suis de culture méditerranéenne et j'habite en Afrique du Nord. Je suis né en Afrique du Nord. J'habite en Afrique du Nord. Après la question de la race, moi-même, je ne me suis jamais posé. Et puis, mais en revanche, dans certaines situations, en disant mon nom, je sens que j'existe par mon nom. Donc c'est le seul moment où je me souviens que j'appartiens à quelque chose. Sinon, je suis aux États-Unis, je suis en France, là-bas, C'est assez. Est-ce qu'il y a un moment justement particulier dont tu te souviens où cette identité, cette manière de t'identifier, t'es vraiment apparu puisque tu n'en avais pas forcément conscience? Alors je me demande si c'est pas dans ma tête aussi. Je me demande aussi si je ne me fais pas moi des freins parce que je traîne quelque chose qui n'existe peut-être pas. Donc c'est vrai que j'ai tendance à être comme ça. Voilà, je suis francophone, francophile. Aux États-Unis, je suis anglophone et anglophile. Et voilà. Mais des fois, s'il y a des freins, peut-être que c'est moi qui me les crée. Peut-être. Mais si tu ou peut-être pas. Ouais. J'en sais rien. En tout cas, je ne cherche pas à comprendre. J'essaie de prendre les choses comme elles viennent et puis voilà quoi.
Alors, Alassane ou Rebecca, qui veut répondre à cette question? Après, il n'y a pas de réponse, de bonne réponse. Non, mais moi, ça va, je suis noir, j'ai pas de problème avec ça. Mais je me sens pas comme un artiste noir, en fait. L'idée, c'est juste que j'ai pas envie que mon travail il soit essentialisé. Mais par contre, je trouve ça cool qu'il y ait des gens qui puissent être des artistes noirs, en fait. Parce que c'est des thèmes qui sont importants, mais moi, c'est pas le centre de mon travail, en tout cas. C'est une caractéristique dans mon travail qui est là, comme une femme, son travail, elle pourrait traiter de ça, mais c'est pas tout mon travail, en fait. Il y a d'autres choses qui m'ont construit au-delà de ça, en fait. Voilà. Quand tu dis que tu es noir, mais que tu n'es pas un artiste noir, ça veut dire que tu travailles pas essentiellement sur l'identité noire, c'est ça? Exactement, ouais. Après, ça peut être présent, je pourrais faire des projets autour de ça, mais c'est pas parce que je suis noir, c'est parce que c'est ma vie, en fait. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a un moment, quand tu t'identifies vraiment sans embâche comme noir, est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as compris que tu étais noir dans le contexte dans lequel tu grandissais? Oui. J'ai grandi en Belgique, et j'étais dans une école un peu mixte au départ, je suis d'origine malienne, et du coup en Belgique il n'y en a pas beaucoup, et j'étais dans une école un peu mixte, il y a des Congolais, un peu de tout. Et puis après, à un moment donné, je me suis retrouvé dans une autre école, je pense un peu plus catholique, aristo. Je viens d'une famille musulmane. Et en fait, j'étais le seul noir. Donc c'est à ce moment-là que je me suis posé ces questions. Mais ces questions, elles n'existaient pas avant. De là, je pense aussi que j'ai passé des très bonnes années dans cette école. Hein. Mais je pense que ce que je pense, c'est que voilà, j'ai pris plus une conscience de classe qu'une conscience raciale. Voilà. Ouais, c'est tout. Merci, c'est déjà. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont rencontré le concept de la race quand ils sont hors de leur famille, et notamment à l'école, puisque c'est l'un des premiers endroits de socialisation dans lesquels on est enfant, on est projeté, et c'est là qu'on se voit aussi à travers le regard des autres, puisqu'on a des copains, et je pense qu'on est nombreux à se reconnaître dans ce que tu dis là. Mais c'est plus simple pour toi finalement, toi tu as les yeux bridés, toi t'es noir, moi et Rebecca on n'est rien en fait. C'est plus simple. C'est rien, Rebecca, t'es rien, t'es comment? C'est plus compliqué à définir finalement. Au moins pour vous c'est simple quoi. Alors, Rebecca, est-ce que c'est simple? En fait, il y a quelques jours, je disais à une copine qui est ici que les Arméniens, on est mi-blanc, mi-raisin. Et ça dépend beaucoup du contexte, du moment et du lieu. Donc moi, personnellement, je suis née, j'ai grandi en France. En France, je suis blanche, il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. Après, selon le contexte où je vais, où ce qui se passe, ça change. Donc, je vais souvent en Turquie, par exemple, pour faire un travail. Là-bas, alors c'est pas tant la race que l'ethnicité qui revient, mais bon, du coup, là-bas, je suis potentiellement en danger. Pour rappeler quand même qu'en Turquie, il y a eu un génocide contre les Arméniens en 1915. C'est ça. Donc, je me prends des remarques racistes ou du négationnisme en continu. Et faut que je le mentionne. Donc notre pays, l'Arménie, parce que je vis aussi partiellement là-bas, se fait envahir depuis 2 jours par un agresseur qui a des intentions ouvertement génocidaires, de nettoyage ethnique. Et donc moi et d'autres personnes qui sont aussi ici, on s'est pris des messages de harcèlement avec des menaces de mort, de viol, de génocide, juste pour notre ethnicité, qui, dans certains endroits, se voient à notre tête. Si je vais en Russie, les gens voient sur ma tête que je suis arménienne. Ou qu'ils voient notre nom, parce qu'on est les seuls à avoir un nom repérable comme ça. Donc, ça dépend du contexte. Du coup, ce que tu dis, c'est que voilà, la binarité blanc-non-blanc, elle est opérante dans un contexte postcolonial européen, mais dans d'autres contextes, notamment ce contexte oriental, c'est d'autres dynamiques de pouvoir, de racialisation qui sont à l'œuvre. Et effectivement, là-bas, tu n'es pas pris dans la même logique que celle qui peut t'affecter quand tu es en France. Quoi. Et tu utilises ce mot ethnicité, qui est un mot... souvent on l'utilise à la place du mot race, c'est-à-dire qu'on dit, on ne sait pas trop en fait. Et là, quand tu parles
une essentialisation d'un peuple qui est discriminé et qui est la cible d'actes de guerre, il y a un concept de race qui vient aussi se superposer sur ce peuple, sur un peuple. Donc c'est très difficile de... le vocabulaire est important et je sais pas trop. Les frontières sont très floues entre ces termes qu'on utilise parfois de manière erronée et en remplacement de l'un de l'autre. Par exemple, en Turquie, il y a une expression, c'est les White Turks. Et donc, c'est pour dire les Turcs qui ne sont pas issus de minorités. C'est intéressant. Du coup, est-ce qu'on sait que si c'est lié à la blanchité créée dans l'Occident, enfin, en tout cas la rhétorique, si elle est inspirée de ça, c'est une transposition d'une la suprématie blanche. Oui, voilà, d'une pensée qui a été aussi développée en Occident. Mais c'est intéressant parce qu'en plus, ça n'a rien à voir avec le physique, quoi. Oui. Ça n'a aucun rapport. Enfin, c'est vraiment intéressant de voir comment, en fait, l'idée d'être blanc, c'est une idée de supériorité, mais qui n'est pas du tout corrélée avec une apparence physique. En tout cas, merci. On sait que les circonstances sont difficiles en Arménie, donc merci d'être là parmi nous, malgré la grande douleur que traversent des personnes, j'imagine, que tu connais actuellement. Donc voilà. Et n'hésite pas. Voilà, on te l'a dit. Si tu veux en parler, on sait que ça fait partie de ton travail aussi. N'hésite pas. Alors, on souhaite présenter de manière un peu plus succincte, mais quand même un peu plus longuement votre travail, surtout ici exposé aux magasins généraux. Donc pour Regard du Grand Paris en 2020-2021, Rebecca, tu as travaillé sur le thème Observer nos distances et tu as choisi de photographier l'environnement des perruches à collier. Donc vous pouvez, si vous ne l'avez pas déjà vu, aller admirer l'installation. Donc on apprend que c'est un accident de cargo à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en 1974. Ah non, Orly, pardon. Qui a libéré les premières générations en région parisienne, donc de ces oiseaux qu'on dit exotiques, qui sont originaires d'Afrique subsaharienne et d'Asie, et qui sont implantés dans les villes européennes depuis plusieurs décennies. Donc, peux-tu nous raconter cette rencontre avec ces animaux, donc vert fluo? Je ne sais pas si vous avez déjà vu des perruches, il y en a beaucoup, vert fluo. Et comment est née cette installation? Alors toi, tu disais moi je pensais n égale 6 moins 9, c'est pas ça? -9. Ah, -9, merci. Ah, alors je l'ai dit complètement mal. Est-ce que tu peux le redire? Moi j'étais là, genre, mais n, numéro, c'est n égale 6 moins 9, c'est ça? N entre parenthèses, oui. Ah, on n'avait pas la parenthèse, c'est pour ça. Merci. En fait, j'ai commencé à remarquer les perruches pendant le confinement. Donc moi, je vis à Maison-Alfort, je voyais les perruches passer devant chez moi. Et comme j'avais rien à faire, comme tout le monde, et que j'avais un appareil photo qui faisait des polaroïdes, j'essayais de les photographier. Et c'était un peu l'aventure, parce que c'est hyper difficile de photographier avec un polaroïde. Finalement, ça m'occupait beaucoup. Puis j'ai commencé à être obsédée par les perruches et à me renseigner sur elles. Et au début, toutes les informations que j'ai trouvées, c'est que c'était une espèce invasive qui était dangereuse pour l'écosystème urbain parisien. Il fallait faire attention, qu'il y a eu des cas de mise à mort d'écureuils, qu'elles volent la nourriture des petits moineaux et qu'elles sont vraiment extrêmement méchantes. Et en fait, après, j'ai commencé à me renseigner un peu plus et j'ai appris qu'en fait, pas du tout. Si on demande à des chercheurs qui sont spécialisés justement dans l'étude de l'écosystème urbain, ils vont vous dire que non, ces perruches, pour l'instant en tout cas, ne posent aucun danger pour l'écosystème. Et en fait, que les gens projetaient sur cet oiseau l'idée qu'elles étaient dangereuses et mauvaises parce que c'est des oiseaux exotiques et que donc les gens se disent non, rien à faire ici. C'est très intéressant et tu montres bien que cette rhétorique de l'invasion est extrêmement présente dans les critiques qui sont adressées à ces perruches. Tu as conçu 5 tissus de soie imprimés qui flottent en hauteur dans l'exposition que vous pouvez voir encore aujourd'hui. On y voit des paysages et des perruches en plein vol et ces installations sont accompagnées de plusieurs phrases que je vais vous lire et qui vont sans doute évoquer des choses très très familières. Donc la première phrase, c'est par exemple: ces espèces sont capables de parler le français. C'est une famille de plus à nourrir. Il faut agir avant qu'elles ne soient trop nombreuses. Mais qu'est-ce qu'invasif veut dire? Ils ne sont pas fautifs, mais ce n'est pas leur milieu. Alors, quand on entend ces phrases, évidemment, on a l'impression d'entendre des phrases qui s'adressent à d'autres types de populations, donc des populations humaines. Pourquoi tu as voulu mettre ces phrases en exergue et à quel moment tu t'es rendu compte que finalement, cette invasion d'animaux qu'on considère comme exotiques était toujours traitée comme une excroissance indésirable? En fait, quand j'ai fait mes recherches, c'est ce qui me marquait, c'est à quel point les gens s'énervaient sur les perruches.
Et donc j'ai regardé tous les commentaires sur des vidéos YouTube ou des articles, et je voyais le vocabulaire utilisé, qui était vraiment le vocabulaire normalement d'extrême droite ou raciste pour parler d'immigration, et qui était mis sur les perruches. Je trouvais ça complètement dingue parce que, en plus, là, j'ai gardé pour les photos des phrases assez courtes, mais parfois il y avait vraiment des gens qui faisaient des parallèles, mais complètement incroyables, vraiment avec les réfugiés, enfin tout un truc complètement absurde. Et donc j'ai gardé quelques phrases assez courtes où il y avait un trouble, je pense, quand on lit, qui s'opère, on n'est pas trop sûr, mais est-ce qu'on parle vraiment d'oiseaux ou pas? Enfin, on ne sait pas trop. Et bien sûr, quand j'ai travaillé, c'était aussi accompagné de la lecture de Habiter en oiseaux, de Vinciane Després, qui parle de l'idée de territoire chez les oiseaux. En fait, elle montre comment les ornithologues, souvent, ont projeté dans leur étude des oiseaux une conception humaine du territoire. C'est-à-dire qu'on dit les oiseaux sont des animaux territoriaux, donc ils gardent leur territoire, donc ils se battent, donc ils font ceci. Et en fait, elle montre que non, il y a des études qui ont dit aussi, il y a des oiseaux, ils gardent leur même nid chaque année. Et puis si un jour, il y a un autre couple d'oiseaux qui est un peu en galère de nid, peut-être que par gentillesse, ils vont leur donner leur nid. Et qu'en fait, il y a la notion de territoire chez les oiseaux est complètement différente de la notion de territoire humaine. Et que nous, on transpose la nôtre, mais en fait, il n'y a pas à transposer. Non, moi, ce que je trouve hyper intéressant sur les questions des perruches, c'est à partir de combien de décennies on va arrêter de les appeler exotiques? Parce que quand elles s'habitent là, dans le marronnier ou dans le bouleau, là, et qu'elles naissent ici depuis plusieurs générations, en fait, c'est comme les bananes sur les étals. Il y en a toute l'année, et c'est produit en France, puisque c'est sur des territoires français. Donc, en fait, pourquoi on dit qu'ils sont exotiques? Pourquoi on dit fruits exotiques? Pourquoi on dit plantes exotiques? Moi, j'ai des plantes originaires du Guatemala, par exemple, dans mon intérieur. Mais je pense qu'elles n'ont jamais vu le Guatemala. En fait, elles viennent de chez, le magasin de plantes, quoi. Donc, en fait, on dit exotique, mais moi, on dit que je suis exotique. On dit, vous avez l'air hyper exotique. Mais par rapport à quoi, en fait? Donc, c'est vraiment. Il y a aussi une chose, c'est qu'a priori, des oiseaux, des perruches, c'est beau. Alors, je vois pas en quoi c'est dérangeant. Ce n'est pas le bruit et les odeurs de Jacques Chirac. Ça n'a rien à voir. C'est exactement ça. C'est ça le truc. Donc ça peut pousser la réflexion à ce qu'en fait, c'est qu'on n'aime pas un truc parce qu'il nous dérange, mais on n'aime pas un truc parce qu'on l'aime pas. Parce que c'est pas nous, en fait. Parce que c'est pas nous. Parce que c'est pas nous, ouais. C'est tout. Donc. Oui, c'est-à-dire qu'une perruche par rapport à un pigeon, c'est quand même plus sympa. À manger, je sais pas. J'espère qu'il n'y a pas de vegan dans l'assistance. Soyons pragmatiques. Khalil, justement, c'est ton tour. Oui, qu'est-ce que tu veux savoir? Je te dirai tout. Grâce à des questions à te poser. Donc toi, pour Regard du Grand Paris en 2019-2020, tu as travaillé sur le thème « Quel avenir commun ?» Un vaste projet. Oui, hein. Oui. Et tu as choisi de photographier des Shibani, donc c'est un terme qui désigne des hommes âgés, des personnes âgées, cheveux blancs. Ça signifie cheveux blancs. Shape, ça vient du shape. Shape, c'est le poil blanc. Poil blanc. Les Shibani, ça représente environ 235 000 personnes arrivées en France dès les années 50 jusqu'aux années 70 pour reconstruire le pays après la guerre, puis à une époque où le maître mot c'était l'expansion économique et donc qui répondait à un besoin de main-d'œuvre immense. Et donc on voit, on sait la présence beaucoup de travailleurs. Par exemple, ici en région parisienne, il y a eu dès les années 50 des logements dans lesquels on les a parqués. Donc on a appelé ça les bidonvilles. Il y en a eu à Nanterre, il y en a eu dans d'autres endroits. Pour beaucoup, le mythe du retour au pays, c'est resté un mythe. Et toi, tu as choisi de photographier des personnes tu as photographié des personnes qui sont rentrées chez elles. Non, je n'ai pas choisi, parce que j'étais censé faire les photographies à Paris. Moi, a priori, je ne fais que du paysage. Je suis presque un misanthrope. Il n'y a jamais personne sur mes images, donc je ne fais que des arbres, des choses qui ne me dérangent pas, à qui je ne dois pas demander. Donc, et puis, à un certain moment, il y avait ces gens-là que je voyais dans le 20e, dans le 18e et tout ça, qui se baladaient, qui avaient une espèce de discrétion comme ça, qui m'interpellait.
Et je me suis demandé, mais c'est qui? Mais en même temps, ça me rappelait un peu des gens de ma famille qui avaient cette espèce d'allure comme ça, la petite moustache fine, la petite toque et tout ça. Il y avait un côté esthétique, pratiquement, que je voyais. Je voulais savoir ce qu'il en était, quoi. Donc j'ai cherché un peu, j'ai vu qu'il y avait plein de choses qui ont déjà été faites là-dessus, sur l'immigration, sur la deuxième génération, la première génération, sur la Sonacotra, sur tout ça, ça a été fait. Moi, je voulais juste avoir accès à eux. Et Covid, plus moyen de voyager, plus moyen de venir en France pour faire les images. Donc il fallait que je trouve une solution. Il fallait livrer la commande, quoi. Donc, avec l'aide de plusieurs personnes présentes ici, on a fini finalement par trouver une idée. C'est que peut-être l'idée est de aller chercher ceux qui sont rentrés. Voilà, ceux qui sont rentrés. Très compliqué, parce que ceux qui sont rentrés ne sont plus dans cette perspective eux-mêmes, ils ne se considèrent plus comme étant des moi, je ne les considérais plus, ils se considéraient plus, et puis en plus, il y avait une espèce de méfiance un peu de leur part, comme ça, voilà, qu'est-ce que tu viens me photographier, moi là, chez moi, je suis tranquille dans ma maison. Ils se considéraient plus comme Chibani, tu veux dire, c'est ça? Comment? Ils se considéraient plus comme des... En fait, il y a une méfiance. Il y a une méfiance par rapport à l'image des gens. Parce que, en fait, je vous explique les choses d'une façon plus globale, et j'espère claire. C'est que ici, ils avaient la possibilité de comprendre l'intérêt de l'image, dans la mesure où ils savent qu'il y a des expositions et tout ça. Là où j'habite, il n'y a pas ça. Donc, quand tu vas les photographier, il y a un côté voyeuriste, comme ça, un peu qui les dérangeait. Qu'est-ce que tu viens me photographier chez moi, moi? Qu'est-ce que tu me prends la tête? Donc, il y a quelque chose comme ça qui était un peu dérangeant. Donc, il fallait user de diplomatie, des fois presque malhonnêtement, pour pouvoir les approcher, et puis leur expliquer la chose et tout ça, quoi. Alors, c'était quoi ta question? Je suis perdu là. Non, mais tu as répondu à la question. Tu m'as dit que tu avais photographié des personnes qui sont rentrées chez elles. Alors voilà, donc Covid, donc du coup, j'ai été les chercher chez eux. J'ai trouvé un espèce de personne incroyable qui était à la tête d'une association, qui les connaissait pratiquement tous. On a pu en trouver une dizaine. Et il y en a qui n'ont pas accepté. Et puis du coup, donc voilà, j'ai été les chercher chez eux, les photographier chez eux. J'ai passé beaucoup de temps avec eux, à essayer d'écouter leurs histoires et tout ça, parce que finalement, ça m'a passionné. De savoir quel est leur parcours, donc voilà, puis après, de toute façon, comme habituellement chez nous, c'est que quand tu vas chez quelqu'un, finalement tu y vas pour 1 heure, mais tu restes la journée, tu manges, et puis après tu vas le goûter, tout ça, donc tu restes. C'était très intéressant, voilà, on devenait presque copains, quoi. Puis après, tu leur donnes ton WhatsApp, ils t'appellent 15 fois par jour, tu reviens, voilà, quoi. Donc c'est un côté plutôt sympa. Donc, mais techniquement, il fallait, moi, que je trouve une façon de trouver un lien entre la note d'intention que j'avais au départ et ce que je devais avoir comme image au préalable, quoi. Donc, voilà, les histoires qu'ils m'ont racontées sont un peu les mêmes. C'est un peu les mêmes. En fait, si tu veux, c'est une même histoire, mais qui se décline de plusieurs façons. Et justement, en parlant d'histoire, tu as choisi d'associer les photos à des propos que les protagonistes ont tenus. Avant de t'interroger sur ces propos, je vais lire quelques-unes des phrases que tu as associées aux différentes personnes que tu as photographiées. Il y a par exemple Damir, qui est arrivé en France en 1968, qui dit « J'ai loué mes bras à la France ». Un autre exemple, c'est Salah Eddine, qui est arrivé en France en 1970, qui dit « Je ne me sentais bien que dans l'avion ou en voiture, en retournant au pays ou en le quittant pour les vacances. J'étais étranger partout ». Et enfin, un autre exemple que nous avons sélectionné, celui de Zakaria, qui est arrivé en France en 1967. Il dit « Je suis arrivé en France grâce à ma femme. Elle était gouvernante à l'hôtel La Tour Hassan à Rabat. Elle avait tellement bien repassé la robe de soirée de Madame la Comtesse de Bagneux, de passage pour le 14 juillet, que cette dernière lui a proposé de la prendre avec elle en France. Je l'ai rejointe après avoir démissionné de mon poste dans la marine marchande. » Alors, pourquoi c'était important pour toi, qui es photographe, d'associer ces mots à ces visages ?
D'autant plus que ce sont des personnes qu'on qualifie généralement de sans-voix et qui subissent des traitements discriminatoires assez conséquents. Parce que moi, je les ai vus d'abord comme une voix, et pas comme une image. Parce qu'ils m'ont reçu chez eux et puis ils m'ont parlé. Donc finalement, pratiquement, leur parole était plus importante que l'image que j'allais faire. L'image que j'allais faire était juste un prétexte pour pouvoir en parler d'une autre façon d'un sujet qui a été dit et redit et parlé, reparlé, et finalement sans pratiquement pas de résultats concrets. Parce qu'on les voit encore, les situations sont encore les mêmes. Mais ces phrases-là, l'intensité de ces phrases-là, et c'est ça qui m'a le plus interpellé. C'est ça qui m'a aussi rapproché d'eux, parce que c'était une façon, la meilleure façon peut-être de leur rendre hommage, et puis surtout d'être un espèce de porte-voix, on va dire. Parce que les images, j'ai fait exprès de les faire d'une façon très frontale et très portrait formel, pour que ça soit presque officiel. Et en utilisant cette transparence qui symbolise un peu justement ce côté absence et visible, invisible, on va dire. Ils sont là, ils sont pas là. Ils sont en France, ils sont pas français. Au Maroc, ils sont pas marocains. Ils sont juste perdus. Mais en même temps, ils ont contribué à ce que l'industrie d'un pays comme la France soit ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà quoi. C'est que bon, Monsieur Mora, qui était un recruteur, qui est arrivé à la région de Taliwin dans les années 70. Il allait les toucher pour voir les muscles et puis les dents, et puis tamponner sur le corps, hein, le rouge ou vert. Donc, si tu es tamponné vert, tu viens de travailler. Donc voilà, c'est des choses que eux, qu'ils ont gardées, mais en même temps, il y a eu des success stories, il y a eu des enfants, leur deuxième génération, des gens qui ont fait des études, qui sont polytechniciens. Il y en a d'autres, qui ont radicalisé, voilà, tout ça, on connaît l'histoire. Mais voilà, où est-ce qu'ils se situent eux dans tout ce truc-là? Voilà, c'est là où c'est leur histoire qui était importante. C'est leur histoire personnelle, comme un conte de grand-père en fait. Moi, je l'ai vu comme ça. Moi, je voudrais revenir sur un truc que tu as dit, Khalil, tout à l'heure, quand tu as parlé de la méfiance des personnes que tu as sollicitées. La première réaction, c'était une méfiance. Et ça me fait penser, et je pense que c'est un thème, peut-être que vous, photographes, vous y êtes confrontés. Tu sais, il y a eu des discussions récentes sur ces personnes qui ont été figées dans un moment de leur vie, dans un moment qui était peut-être pas un moment, on va dire, glorieux, plutôt un moment de souffrance, et qui ont été photographiées à ce moment-là. Je pense à des jeunes femmes, je pense à des situations de guerre, et dont les photographes ont été en fait glorifiés pour ces photos qui sont très célèbres, qui ont gagné des prix, et ces personnes qui ont été photographiées ont mis beaucoup de temps à se défaire de cette image. Parfois n'ont jamais pu le faire. Et est-ce que vous, quand vous photographiez des portraits, est-ce que c'est quelque chose qui vous posez cette question-là? Est-ce que vous demandez l'autorisation systématiquement? Est-ce que les gens sont méfiants comme ce que Khalil nous a raconté? Comment on fait pour gérer l'image des autres? Moi, en fait, ma participation au regard du Grand Paris était pour moi une espèce de sortie de mon confort d'inanimé, d'objets inanimés et de paysages. C'est très compliqué pour moi, cette idée d'être invasif comme ça et de photographier des gens. Moi-même, je déteste qu'on me photographie, donc je comprends qu'on ne puisse pas comprendre qu'on photographie. C'est quelque chose qui, fondamentalement, est très compliqué. Des fois, j'ai fait un peu de street photographie et tout ça, mais j'ai des élans comme ça, donc je photographie les gens avec une espèce de force comme ça qui ne m'appartient pas. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais je sais très bien que des fois, quand on réagit mal, je vais voir, je montre et puis j'efface. Mais à quoi bon? Donc, à la limite, j'avais fait un choix il y a quelque temps de ne pas faire de personnage. J'ai pas fait de personnage. Donc, en fait, mon expérience avec le regard sur les regards de Gaulle du Grand Paris, c'était pratiquement une de mes expériences les plus importantes en portrait non autorisé, parce que
parce que ça m'est arrivé en commande ou quoi. Voilà, alors du coup, je place le flash et tout ça, et je fais le truc, voilà. Donc c'est autre chose. C'est pas simple comme question. Et surtout que, en fait, les gens ils te disent généralement quand tu fais une photo dans la rue, ils te disent pourquoi t'as pas demandé l'autorisation. Mais en fait, quand tu demandes l'autorisation, tu n'as plus l'émotion que tu as vue. Tu vas la recréer, mais tu la recrées. C'est pas la même. Mais même dans le paysage, c'est la même chose. Moi, ça m'est arrivé de faire des arbres. Tu les photographies avec une mauvaise lumière, sans trépied. C'est flou, c'est moche. Et tu reviens le lendemain avec le trépied, en bonne lumière et tout ça. Ben, c'est la première photo qui est meilleure. Parce que c'est là où il y avait l'émotion. Donc après, où est-ce qu'on se situe dans tout ça, hein? Toi, Alassane, tu as des portraits dans ta série. Est-ce que c'est... En fait, moi, je demande toujours la permission aux gens de pouvoir les photographier. Donc le problème, il est vite réglé. Alassane, maintenant on va explorer ton travail de manière plus intense. Tu as... Pardon, oui. Donc toi, ta série photographique s'appelle Navigo, et donc beaucoup de gens peuvent tâter leur poche. Je pense qu'ils ont un pass Navigo ici, certainement. C'est le nom de cette carte d'abonnement donc, qui donne accès au transport en commun de la RATP en Île-de-France. Donc ton Navigo à toi, il est composé de portraits et d'images qui traversent le Grand Paris. Comment s'est faite ta rencontre avec donc ce Navigo et comment t'es venue l'idée de montrer les transports en commun, parce que moi quand je pense à Grand Paris Express, c'est vraiment la première chose qui me vient à l'esprit. C'est aussi donc les chantiers qui est en cours, quoi. Donc comment toi t'as choisi ce thème-là? Je cherchais une manière d'aborder Paris, mais je voulais pas le faire de manière trop frontale, donc du coup et il y avait aussi une recherche, moi, de mon côté, comment j'avance dans mon travail, qu'est-ce que je suis en train de faire, quel photographe j'ai envie d'être. Et du coup, je trouvais que cette métaphore de la carte de transport en commun, elle était assez intéressante parce qu'elle me permettait voilà, enfin, vous voyez, les transports, on part d'un endroit, on arrive à un autre, on peut prendre une correspondance, etc. Et cette métaphore, elle me permettait d'un peu me laisser aller, en fait, dans une manière moins, enfin, sans trop calculer où j'allais, ce que le projet allait devenir. Donc voilà, c'est plus ou moins ça. Hein. Enfin, donc voilà. Et alors, ouais, je vais rebondir, à moins que tu veuilles poursuivre, Grâce. Alors, dans le métro qu'on prend régulièrement, en tout cas, on est nombreux et nombreuses à le prendre régulièrement, on voit beaucoup de visages, et la plupart du temps, on se souvient pas des traits des personnes que l'on voit. Et au contraire, dans tes portraits, tu as choisi de nous montrer des visages cadrés de très près, des portraits assez intimistes. Il y a ce groupe de jeunes, par exemple, les enfants, qui s'appellent les Nephews, qui posent pour toi dans leur appartement, sur le balcon en extérieur. Quel regard tu portes sur ce quotidien, sur la réalité des gens qui vivent dans ce grand Paris, qui est un peu à la fois une abstraction, mais en même temps un territoire extrêmement précisément voilà, cadré dans des frontières. Et comment tu as choisi tes modèles? Qu'est-ce qui t'a guidé dans le choix des modèles photographiques? Si j'en reviens à cette métaphore du métro, si on se retrouve par exemple à Bastille à 17h à 1h de pointe ou à 10 minutes de là en fait à la gare de l'Est, c'est complètement différent. Et sur, par exemple, à la gare de l'Est, encore plus sur le quai de la ligne 7 qui va vers la Courneuve, ça va être quelque chose de complètement différent. Donc, du coup, et pourtant c'est hyper proche. Et moi, ce que je voulais, c'était de créer des ponts en fait, enfin voilà, créer des liens entre, enfin sur le plan plus concret, créer des liens entre deux choses qui a priori sont pas connectées, mais sont très très proches quoi, voilà. Mais du coup, je ne sais pas si tu connais le travail de la réalisatrice, de la cinéaste même, Alice Diop. Elle a fait un documentaire qui s'appelle Nous, qui est justement un parcours sur le RERB qui montre que d'un côté, on a des personnes qui pratiquent la chasse à courre et de l'autre, on a des personnes qui sont sans papier. Alors que finalement, c'est un parcours voilà, sur une même ligne de transport. Et c'est vrai que ce que tu dis me fait penser à ça. Comment, alors le RERB, c'est pareil. À partir du moment où on arrive à la gare du Nord et qu'on part vers Sevran, etc., à part les personnes qui vont à l'aéroport de Roissy, on voit vraiment qu'on s'évade un petit peu vers les cités dortoirs de Seine-Saint-Denis. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Alice Diop, ouais, ça me parle beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup.
Je peux redire la question. Bon, en gros, non, mais en fait, c'était vraiment très spontané. Mais comme tu disais que justement, par exemple, quand tu prends le métro d'une station à l'autre, parfois, on a des populations complètement différentes. Et le travail d'Alice Diop montre que sur quelque chose, alors le RER parcourt des territoires plus grands, mais d'une station à l'autre, on a des réalités françaises totalement différentes de populations qui s'ignorent. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a, enfin, je sais pas si tu connais le travail d'Alice Diop, mais est-ce que c'est quelque chose qui t'a inspiré ou en tout cas, où tu avais l'impression qu'il y avait une forme de gémellité dans votre travail ou de familiarité? Je pense que, en fait, dans la position, quand on est artiste ou, je sais pas, footballeur ou n'importe quoi, qu'on est à une position, ça nous permet de créer des liens, en fait, entre des mondes. Et je pense que voilà, notre rôle, il est là. Je sais pas si ça répond à ce que vous vouliez. Si, en partie. En tout cas, moi, c'est là que je me situe. Et c'est cette idée du Navigo, c'est ça que ça m'a permis de faire, en fait. Voilà. Ouais. Et je voulais dire aussi que ça fait écho au travail de Assia Labas, qui est exposée ici aussi, qui n'a pas pu nous rejoindre ce soir. Et qui... Ah, pardon, elle est là. Elle est là. Bonjour. et qui fait donc aussi ce lien sur le RER B aussi. Voilà. Ouais. Donc, tout à fait. Merci. Merci. Et maintenant qu'on a fait on vous a posé des questions sur votre travail, même si ça fait pas du tout honneur à ce que vous avez proposé pour cette exposition, je voulais vous demander, comme vous faites partie du Grand Paris aujourd'hui d'une certaine manière, puisque à travers votre présence, votre travail, quels sont vos espoirs pour cet espace-là? Qu'est-ce qui vous a saisi lorsque vous aviez travaillé dessus et comment vous le voyez pour les 5 prochaines années à venir évoluer? Moi, ça m'a fait prendre conscience, en fait, que le Grand Paris, au-delà des géographies, c'est une idée. C'est que j'ai travaillé à Casablanca, à Tanger, à Kenitra, sur le Grand Paris. Donc, finalement, ce n'est pas intramuros, ce n'est pas le périph', c'est au-delà. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est quelque chose qui me travaille. Et je me dis, bon, finalement, si le Grand Paris est une idée, c'est que le monde peut aussi être une idée. Et peut être que sans vouloir faire du prosélytisme, je n'ai pas déjeuné avec le Dalai Lama ce matin, quoi. Je dis pas qu'il n'y a pas de frontières et tout ça, quoi. Mais bon, voilà, c'est qu'une fois qu'on a vécu dans un endroit, on le transpose avec nous quand on part. Donc le Grand Paris, c'est finalement, il est en nous. Moi, je n'habite pas à Paris, mais Paris est... J'aime venir, j'aime la détester, comme tous les Parisiens. Voilà, je viens ici, je peste contre tout le monde, je tire la gueule, voilà, quoi, comme tout le monde. Donc l'idée du Grand Paris, elle est universelle, et je pense que voilà, ça n'a fait que conforter voilà, cette espèce de truc le Grand Paris n'est pas géographique. Le Grand Paris est une notion. Moi, je pense que ça dépend pour qui, et que, moi, en tout cas, personnellement, j'ai l'impression que j'ai quand même assez de chance de pouvoir me déplacer entre plusieurs mondes dans Paris, etc. Mais ouais, pour beaucoup de gens, Paris, c'est beaucoup plus dur, quoi. Donc, ouais, un petit peu plus de justice sociale, ce serait pas mal. Voilà. Oui, c'est ça qui. C'est exactement ce que tu décrivais. Comment tu as des mondes qui vont avoir accès à un certain nombre de richesses et d'autres pas du tout, qui vont se côtoyer, sur une même ligne de métro, sans se voir véritablement et sans avoir conscience des conditions matérielles des autres, quoi. Et c'est encore ce que je disais avec ce truc de pont, des gens qui créent des ponts, en fait. Finalement, notre rôle, c'est un peu ça, c'est de pouvoir permettre. D'être des intermédiaires entre des gens qui ont moins de chance. Après, c'est peut-être un peu utopique ou quoi, mais je sais pas, le crack, là, la Villette, je sais pas, plein de trucs, voilà. On a besoin d'utopie. Ouais. Merci Alassane. Mais je voulais juste rebondir sur ça, c'est que quelque part, on se pose la question, mais pourquoi Paris, finalement ? C'est que hier, en me baladant, j'ai vu une agence immobilière, il y avait un 27 mètres carrés à 700 000 €. Un truc. Où est-ce que la justice sociale, comment on peut faire ? Ça aussi, c'est le Grand Paris. Ouais. Comment on peut parler de justice sociale quand il y a déjà ça ? Toi, Rebecca, est-ce que ça t'évoque une réflexion ?
Oui, bien sûr, comme Alassane, bien sûr, plus de justice sociale, ça serait bien. Et notamment, géographiquement, Paris et sa banlieue est construit de manière hyper sectorisée. C'est-à-dire que, alors, justement, avec le Grand Paris, on a le métro qui arrive de plus en plus loin. Mais sinon, jusqu'aujourd'hui, il y a Paris, c'est le métro, très proche banlieue, le reste, c'est RER. Ça fait pas très longtemps que le prix de la Navigo, justement, est unique. Avant, si on habitait en banlieue, il fallait payer une fortune pour prendre le RER, etc. Et ce qui fait que Paris est très marche comme ça par secteur. Enfin, moi, je me souviens que j'ai appris très tard dans ma vie comment aller du Marais à Strasbourg-Saint-Denis à pied. Parce que en fait, si on est en métro, c'est deux mondes différents parce que c'est pas les mêmes lignes, alors qu'en fait, à pied, on est à côté. Et moi, ça fait quelques années que je me déplace quasiment que à vélo. Et ma vision de Paris et du Grand Paris a complètement changé parce que maintenant, en fait, je sais pas, j'étais allée aux ateliers Médicis justement à vélo. Bon, je traverse du 94. Ils sont à Clichy-sous-Bois, ouais. Voilà, donc de Maison-Alfort à Clichy-sous-Bois. Et en fait, je passe partout, toutes les villes et plein de choses. Et que, en fait, on a une vision très différente du territoire et en traversant plein d'endroits, en réalisant qu'en fait, ils sont tous liés, qu'il y a des choses et qu'en fait, on peut circuler. Mais le réseau de transport, en fait, dessine un territoire qui est hyper sectorisé socialement et urbanistiquement. Et hyper centralisé aussi, c'est ce qu'on apprend. Enfin, je pense que l'idée du Grand Paris Express, c'est de connecter les banlieues. Quand on habite en banlieue, moi j'habite en banlieue, c'est toujours, il faut aller au centre pour aller à côté. Et ça, ça a toujours été un problème, puisqu'on mettait beaucoup plus de temps à faire ce qu'on devait faire qu'à vol d'oiseau, voilà, pour parler des perruches. Et ça a été toujours un problème. Donc c'est une des choses qui doivent changer avec ces nouvelles lignes qui connectent donc les territoires entre eux, plutôt que toujours aller dans un sens, le sens du centre, de la marge vers le centre. Et dernière question, auriez-vous des conseils pour des jeunes artistes qui, justement, comme vous, veulent créer des ponts, veulent parler du Grand Paris, mais dans des termes peut-être inhabituels? Est-ce que vous avez des conseils sur la manière dont ils peuvent porter leur regard, sur les points d'attention qui pourraient être les leurs? Moi, j'en ai pas. Non, pas de conseils. Moi non plus, j'en ai pas, mais je pense, pas faire le travail d'un autre. Et l'art, ça va moins vite que les réseaux sociaux, quoi. Enfin, d'accord. Voilà. Ça, c'est une punchline, ça. Ouais. L'art, ça va moins vite que les réseaux sociaux. Et Rebecca, est-ce que... Je rejoins un peu ce que pense Alassane, dans le sens où... je pense que pour faire un travail qui est bien, il faut faire un travail sincère. Et pour faire un travail aussi qui sort de ce qu'on a déjà vu, il faut être sincère, sinon on est toujours peut-être dans la redite ou la recopie. Et donc si j'avais un conseil à donner à de plus jeunes artistes, c'est avant tout être sincère et de ne pas forcément suivre ce qu'on attend d'eux ou la mode ou quelque chose comme ça. Un regard sincère, c'est ce qui caractérise vos travaux respectifs. Donc merci beaucoup pour cette sincérité. Les expositions permettent de découvrir votre œuvre. C'est la fin de Kif Taras. C'est la fin de ce numéro de Kif Taras enregistré depuis la Nuit des Regards au Magasin Généraux. Un événement en partenariat avec les ateliers Médicis, le Centre national des arts plastiques, la Société du Grand Paris, le Musée Carnavalet. Nous remercions les équipes pour cette carte blanche. Merci à nos invités Rebecca Topakian, Khalil Nemaoui, Alassane Diawara d'avoir accepté de se livrer à notre micro. Vous pouvez retrouver leurs œuvres exposées jusqu'au 23 octobre 2022 dans de nombreux sites du Grand Paris. Toutes les infos sur www.regardsdugrandparis.fr. Vous pouvez aussi nous écrire à kiftaras@binge.audio ou nous contacter sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Nos comptes, c'est @kiftaras sur Instagram et Twitter, et puis Kif Taras, la page sur Facebook. Kif Taras est un podcast produit par Binge Audio. La prise de son est aujourd'hui assurée par Clément Carougel. La réalisation est signée Elisa Grenet. Merci à Naomi Titi pour la production et l'édition. Et merci à Jeanne Longhini et à Lise Niederkorn pour la communication et la présence sur les réseaux sociaux. On vous dit à bientôt pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Rokhaya. Merci Rebecca, merci Alassane, merci Khalil.